Binge Audio présente. Salut, c'est Thomas Rozek. But you're a US citizen now, aren't you? So you have Trump as your leader. The Donald. As one journalist once said to me, is he the political sex pistol? Well, in a way. In a way, but what I dislike is the left-wing media in America are trying to smear the bloke as a racist, and that's completely not true. He's not that, and there just might be a chance that something good will come out of that situation because he terrifies politicians, a possible friend. Il y a une vieille expression anglaise sous forme de mise en garde qui dit en substance « Ne rencontrez jamais vos héros, vous risqueriez d'être déçus ». Ça résume bien notre difficulté à accepter que les personnes qu'on admire, et notamment les artistes qu'on admire, ne calquent pas avec la vision qu'on a d'eux, avec ce que nous avons projeté sur eux, tout particulièrement du point de vue des idées. Pour celles et ceux qui, comme moi, vouent une passion dévorante à la musique de type amplifié, c'est toujours un peu chiant, par exemple, de se rendre compte que le chanteur de ce groupe dont on adore les disques dit des trucs franchement réac à longueur d'interview. Pourtant, on continue de s'y faire prendre, on continue de croire que le rock est forcément de gauche et qu'il est inconcevable qu'un symbole du punk britannique des origines, musique contestataire par excellence, soit devenu un fervent supporter de Donald Trump. Alors comment ça se fait ? C'est ce qu'on va se demander dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et l'un des points de départ de cet épisode, vous l'aurez peut-être compris, même s'il était caché sous une petite couche d'ironie dans l'introduction, c'est le récent cri d'amour poussé par John Lydon, alias Johnny Rotten, connu pour être la voix des Sex Pistols, un cri d'amour pour Donald Trump, pour lequel il annonce qu'il veut voter. Dans la même interview, d'ailleurs, il glisse un superbe « All Lives Matter » en parlant de George Floyd. On peut décemment parler d'un sans faute. La suite logique, c'est que de nombreuses voix ont semblé se rendre compte à cet instant précis que Rotten était devenu un vieux monsieur de droite, voire d'extrême droite. Or, et c'est sur ce thème qu'a débuté ma discussion avec mon invité, le journaliste Lelo Jimmy Battista de Libération, c'est tout sauf une découverte. Il y a une espèce de mythologie qui fait qu'en gros, quasiment, forcément dans la musique indépendante, dans l'underground, dans le punk, etc., tout le monde doit forcément être contre le pouvoir établi, donc plutôt de gauche ou d'extrême gauche. Et donc forcément, quand on découvre que quelqu'un de cette scène-là est de droite ou d'extrême droite, forcément, c'est un peu la panique, mais en même temps, c'est pas vraiment étonnant. Enfin, dans le cas de John Lydon, pour moi, je trouve que c'est pas étonnant du tout. C'est quand même quelqu'un qui a commencé en créant un personnage vraiment de quelqu'un de répugnant, dégueulasse, infréquentable, machin. Donc, bon, tant qu'à faire, autant aller au bout. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est quelqu'un qui a incarné quand même beaucoup de choses sur quelques années seulement. Bon, déjà, le punk, ça a été très court. Ça, c'est un truc que, le grand public se visualise pas forcément, mais c'est juste 2 ans, quoi. C'est 77, 78, grosso merdo. Hein. Après, en 2 ans, on a quasiment eu un cycle entier qui est passé, quoi. C'est-à-dire, on a un groupe comme les Damned, qui était un des premiers groupes punk, s'est formé, a splitté, s'est reformé. Donc, c'est quand même, on a quand même un laps de temps. Puis en plus, si on compare les 10 de 77 à ceux de 79, c'est le jour et la nuit quasiment, c'est presque l'inverse. Après, John Lydon, lui, il est quand même resté un petit moment parce qu'il a fait Public Image après, qui a quand même fait des albums assez forts au début, mais qui est très vite devenu un espèce de personnage aussi dégueulasse, cynique. Dans Public Image, à partir du milieu des années 80, on avait l'impression qu'il se foutait lui-même de ce qu'il faisait. Enfin, c'était un peu grotesque. Et puis après, il a reformé les Sex Pistols dans les années 90. Il a fait une tournée qui s'appelait Filthy Lucre, qui veut dire profit dégueulasse, profit immonde. Enfin, c'était un truc très, 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 très cynique. Et quelque part, le fait qu'on découvre qu'il est de droite, c'est ni étonnant, c'est vraiment pas étonnant du tout. Pour moi, je trouve, c'est vraiment ça, c'est de la logique, totalement dans la logique du personnage et de ce qu'il a l'air d'être en privé, quoi. Puis il y avait des indices, plus que des indices, ces dernières années, quoi. Il s'était prononcé contre le mariage gay. Il s'était plaint que des punks à chiens venaient squatter sur son gazon en Californie. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il arrive à choquer des gens, finalement. Peut-être encore, j'imagine, principalement ces fans qui ont entre 40 et 70. Je serais curieux de savoir ce que quelqu'un qui a 20 balais et qui a découvert les Sex Pistols et qui adore ça et ce qu'il peut en penser. Ça serait peut-être très différent. Mais pour moi, en plus, qui a un regard un peu plus critique là-dessus, non, c'est pas étonnant. Et puis c'est assez courant, en fait. C'est-à-dire que on a de plus en plus d'artistes qui s'avèrent être pas cool du tout. Il y a quand même un truc, c'est que on redécouvre là aussi, mais là c'est plus spécifique sur le punk, que
tout ça, c'est une grosse farce aussi à la base. En tout cas, pour ce qui concerne les Sex Pistols, il y a pas forcément d'assises idéologiques très fort comparé à d'autres groupes un peu de la même mouvance. C'est un peu la force du truc, c'est que ça a créé un espèce de mythe qui a vraiment pris une place importante chez les gens, chez les fans et tout, mais qui au final, au début, si on lit un peu, si on se renseigne un peu, si on lit un peu les biographies des diverses parties et tout, on apprend des trucs assez fabuleux. C'est-à-dire les Sex Pistols, ça c'est assez connu quand même que c'est vraiment, ça a été un groupe qui a été formé comme ça à l'arrache dans un magasin de fringues par Malcolm McLaren, qui est quand même un espèce de manager à la fois visionnaire, un peu opportuniste aussi, quoi. Mais Clash, qui a une image beaucoup plus sérieuse, on va dire, politisée, etc., c'est formé exactement de la même manière. Eux aussi, c'est un manager qui est derrière eux, qui est aussi un type assez malin, quoi. C'est pour ça qu'en fait, justement, quand je disais tout à l'heure, l'une des grosses différences entre qu'il pouvait y avoir peut-être entre ces groupes-là de 77 et puis ceux qui vont venir dans les années d'après, c'est que ceux d'après, c'est, on va entre guillemets, des groupes plus authentiques, dans le sens où c'est vraiment des groupes qui se sont formés parce qu'ils ont vu ces groupes-là et ils se sont formés ensuite. Alors que eux, là, c'était vraiment, ils sont vraiment dans la mécanique du boys band quasiment. C'est juste, voilà, ils arrivent à un bon moment, à un bon timing, avec des gens assez intelligents derrière, et puis ils incarnent quelque chose, quoi. Mais au final, ils sont pas plus. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est genre on s'indigne beaucoup plus quand on voit, mon Dieu, on apprend qu'un ancien punk est de droite. Ça indigne beaucoup plus que quand on apprend, je sais pas, qu'un producteur de techno ou quelqu'un qui vient du rap ou de la pop est de droite. Parce que on y a ce prérequis. Mais en fait, pourquoi le punk serait finalement plus pur, entre guillemets, qu'un autre style de musique, puisque finalement, il a utilisé les mêmes mécanismes, les mêmes, voilà. C'est juste que c'était une impulsion nécessaire à un moment. Mais les gens mettent ce qui un peu leur fantasme et la mythologie un peu là-dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des gens pour qui Clash, c'est un truc un peu indémontable, machin. Mais il suffit de lire n'importe quelle biographie de Clash. Il y en a plusieurs. Il y en a une très bien qui s'appelle Passion is not a fashion, je crois, qui explique bien ça, quoi. Qui dit, voilà, même si c'était un très bon groupe et tout ça, ça reste quand même un groupe très préfabriqué, finalement, qui a réussi à faire quelque chose d'important, quand même, mais qui est pas cette espèce de monument inattaquable qu'on peut imaginer, quoi. Quand tu fais cette musique-là, c'est très, très, très incarné, normalement. Et forcément, si tu l'incarnes à fond, tu vas à fond. Donc, quand tu es, justement, comme on disait tout à l'heure, Clash prenait des symboles ou des images très issues du communisme ou des choses comme ça, de l'extrême gauche. En musique populaire, l'engagement politique, la nuance est très, très, très compliquée, quoi. Après, c'est la façon de le faire. C'est-à-dire que pour moi, je vois toujours une différence entre les groupes qui vont dire qu'ils vont prêcher aux convertis, type Rage Against the Machine, c'est pas super intéressant. C'est plutôt parfois contre-productif. Mais après, il y a des façons de faire de la politique en musique qui est assez intéressante et qui est plus subtile. Quelqu'un comme un musicien que j'aime bien qui s'appelle Orville Peck, qui fait de la country, qui est ouvertement gay et qui joue vraiment dans les vrais milieux de country, pas il est aussi maintenant il a un pied dans le grand public, dans le rock alternatif, etc. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment jouer sur les affiches avec des artistes purement country et qui va ouvertement afficher qu'il est gay. Et du coup, je trouve que là, il y a un truc qui est plus intéressant déjà, c'est-à-dire d'arriver avec ton agenda à toi et de le poser sur une scène où t'es pas forcément attendu ou bien tu vas peut-être te confronter avec des gens qui sont pas forcément habitués à ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, aller jouer Take the Power Back devant 10 000 personnes qui leur prennent en cœur et qui sont même pas certains de savoir de quoi ils parlent, tu vois, je sais pas. Là, je vois moins le truc. Donc, c'est un peu... c'est pour moi, il y a quand même dans la musique pop, il y a quand même la portée politique, surtout aujourd'hui, elle a quand même assez... pas limitée, mais difficile à gérer, quoi. Le contexte est justement très intéressant parce qu'on parlait de Johnny Rotten qui donc s'est prononcé pour Trump. De manière générale, Trump sert d'accélérateur un peu à ces liens complexes entre musique et politique, parce que lui, c'est vraiment l'exemple poussé à l'absurde de la difficulté du dialogue difficile entre la musique et la politique. La musique dans les mandats et les campagnes présidentielles américaines a toujours eu un peu une place... pas forcément majeure, mais en tout cas qui était assez révélatrice à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu le premier, c'était Jimmy Carter qui a un peu joué de ça, qui était très proche de Willie Nelson, le chanteur de country,
qui a cité Bob Dylan en discours, on l'a vu avec des t-shirts de groupe également. Et Ronald Reagan qui avait perverti la chanson de Bruce Springsteen, Born in the USA, qui à la base était une espèce de critique des États-Unis et du retour des vétérans du Vietnam qui se retrouvaient un peu face à un mur. Et puis lui, il l'a pris comme un hymne patriotique. Et on a d'ailleurs fait un hymne patriotique à tel point d'ailleurs que, pour des tas de gens, moi d'ailleurs le premier, j'ai détesté Bruce Springsteen pendant très longtemps à cause de ça, parce que je pensais vraiment que c'était un espèce de morceau patriotique foireux. Bill Clinton, il a été présenté comme genre de saxo direct, donc fumeur de joint, donc voilà. Et puis en plus il avait fait un truc, il avait fait une espèce de town hall, un truc où on répond aux questions des électeurs sur MTV. Et à l'époque où MTV c'était en 92, donc une époque où il y avait des clips toute la journée, hein. Donc c'était un choix quand même qui n'était pas anodin. Welcome back to Facing the Future with Bill Clinton. There are many people here that still haven't gotten a chance to ask a question. We're almost out of time. What was your first rock and roll experience? Going nuts over Elvis Presley. You play excellent saxophone. If you could play in any band, which one would it be? If I could play in any band, which one would it be? I would play with Kenny G so I could learn something. I got to play with him last week, by the way. It was a real highlight of the whole California primary. It was great. Même Bush, il a partagé des playlists il y a quelques années. Puis on a eu Obama qui en a joué à mort aussi, quoi. Qui a fait venir Aretha Franklin à la Maison Blanche, qui a joué chez Jimmy Fallon avec les Roots, qui faisait ces espèces de talk cover, crooner, machin. Et Trump, lui, là-dedans, lui, c'est un peu le gars qui est obligé de prendre les miettes parce que tout le monde le déteste tellement qu'il prend ce qu'il trouve. C'est pour ça qu'en fait, ce qui est assez génial, c'est de faire la liste. C'est une espèce de ribambelle de has-been assez exceptionnel, quoi. C'est genre même des gens qu'il a sorti d'un trou dans ses os, quoi. C'est-à-dire qu'entre, il y a eu récemment la Make Love les Beach Boys, mais avec Make Love, donc les puristes diront que c'est pas les Beach Boys, ils auront raison, je pense. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est cette version des Beach Boys de Mike Love pour ceux qui connaissent pas? Mike Love, c'est un des chanteurs des Beach Boys, un des chanteurs principaux. Le groupe était surtout articulé autour de Brian Wilson, Dennis Wilson aussi, le batteur. Mais bon, Brian Wilson qui était vraiment, on va dire, la force créatrice du truc, quoi. Le groupe a explosé. Mike Love, ça a toujours été le type qui ne voulait pas expérimenter, qui voulait, c'est-à-dire vers la fin des années 60, quand le groupe a vraiment commencé à vouloir expérimenter, que Brian Wilson a commencé à perdre un peu la boule, mais lui, il voulait vraiment continuer à faire des chansons sur le surf, les filles, la plage, parce qu'il savait que ça marchait, il voulait que ça marche, il voulait rester là sur ce créneau-là, alors que les autres voulaient tous expérimenter. On était à la fin des années 60 en Californie, voilà, c'était une période où la musique changeait beaucoup. Et lui, c'était vraiment le réac du groupe, quoi. Et aujourd'hui, c'est lui qui est aux commandes. En fait, il a joué pour Trump pour réunir des fonds avec des prix d'entrée au concert qui étaient faramineux. C'était ce dimanche. Et en fait, c'est pas la première fois, parce que, tu vois, justement, on a écrit un petit truc là-dessus dans l'eBay il y a pas longtemps, et on a cherché de l'icono, et il se trouve qu'on a trouvé des photos d'un précédent concert de Mike Love pour Trump, mais là, qui tenait du privé, quoi, qui était soirée sur un yacht ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est un gars qui est toujours là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est que pour le coup, Mike Love, c'est une figure, c'est un type qui a été surnommé par un journaliste de Rolling Stone comme le plus grand trou du cul de l'histoire du rock, quand même, ou un des plus grands trous du cul de l'histoire du rock. Donc c'est quelqu'un qui a une image extrêmement négative depuis des années et qui est vraiment vu comme une des figures musicales qui appartient vraiment au côté réac, droite, droite assez dure. Pour le coup, là, Trump a ramassé sur mandat que des gens comme ça. Il a eu Kid Rock, qui est vraiment une espèce de figure vraiment redneck, réac, un peu tout mélangé. Redneck, millionnaire, réac. C'est un peu une espèce de mélange, de cocktail assez violent. Il a eu Ted Nugent, qui est quand même, qui est un mec aussi extrêmement problématique, ultra pro-chasse, il y a un côté un peu tristounet. Dès que la musique et Trump se rendent compte qu'il se passe quelque chose de très triste, de très sordide, qui est juste vraiment triste. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est à l'image de la vidéo qui circule là, où il danse à un meeting sur Village People. Voilà. Que dire? À l'inverse, et là c'est toi qui pourras peut-être me le dire,
On s'était dit, je me souviens de conversations comme ça au moment de l'élection de Trump, que peut-être un des rares effets positifs de tout ça, c'est que comme à l'époque de Reagan, on avait eu de l'excellente musique produite, notamment par la contre-culture américaine, notamment par les descendants du punk, justement, dans les années 80, qui avaient fait des choses très très bien en réaction à ce qui était en train de se passer politiquement dans leur pays. On s'était dit que peut-être que son élection allait provoquer ça dans l'underground américain. Il y a eu quelques gros trucs un peu emblématiques. Typiquement, il y avait un tube rap là, de YG qui s'appelait Fuck Donald Trump, qui était vraiment une espèce de... Enfin, qui n'a même pas réussi à devenir finalement une espèce d'hymne gigantesque, enfin, qui est quand même devenu un gros tube. Mais en gros, ça n'a pas donné lieu à un mouvement ou à quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que ça a plutôt été le marqueur d'un truc où tout le monde est un peu paumé et tout le monde ne sait pas vraiment où il va. Il y a un autre levier aussi, c'est aussi que les artistes à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a encore un autre problème, c'est que c'est une question de rémunération, puisque il y a plus de concerts, il y a plus de tournées, et les plateformes de streaming ne payent rien. Enfin voilà, il y a tout un truc, il y a tout ça. Mais il y a aussi un truc, c'est que moi je le vois bien en tant que journaliste depuis bien des années, c'est que les artistes actuels sont aussi très très conscients de leur image, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que ils savent très bien qu'ils sont surveillés entre guillemets, et qu'il y a les réseaux sociaux, que tout le monde sait tout à tout moment, et du coup ils font très très attention à ce qu'ils disent, et ils font très attention à ce qu'ils font, et ils prennent le résultat de tout ça, c'est qu'aussi qu'ils prennent plus beaucoup de risques. Et les artistes ont vraiment pris position en masse contre lui, contre Trump, mais il n'y a pas eu de sursaut particulier. Après, on verra. Après, c'est toujours aussi marrant de voir ces périodes-là avec le recul plus tard. Comme tu vois, on parle du punk avec le recul aujourd'hui, on se dit que voilà, c'était un mouvement important, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire et à décortiquer, et à voir que c'est pas aussi c'est pas non plus ce truc intouchable qu'on imagine. Là, par exemple, il y a Kevin Cummins, un photographe de Manchester, qui est assez connu, qui a pris toutes les photos connues un peu de Joy Division, New Order, Stone Roses, etc., il sort du bouquin de ses photos assez régulièrement. Il en a fait des très très bien sur toute la scène de Manchester, notamment aussi sur les Smiths, Morrissey, etc. Et il a fait, là dernièrement, il a sorti un bouquin sur la Britpop. Et donc j'ai chopé le bouquin, c'était l'occasion de se rendre compte que c'est un mouvement qui a quand même assez mal vieilli, même s'il reste quand même 2-3 artistes plutôt pas mal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est il y a que des photos dans le livre, comme dans tous ces bouquins. Et là, il a fait 3 interviews dans le livre pour reparler du mouvement avec le recul. Et c'est un mouvement qui n'est pas forcément super excitant à réécouter, mais qui est super intéressant à analyser aujourd'hui avec le recul. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un mouvement qui était quand même très chauvin, très anglo-anglais, et qui avait dérivé aussi vers un truc très très de musique de mec, quoi. C'est-à-dire vraiment il y avait une culture du pub où glorifiait vachement le côté on sort entre potes se bourrer la gueule, quoi. Et donc dans les 3 interviews, il a interviewé 3 personnes. Il a interviewé Brett Anderson de Suède, qui lui en repensant à tout ça, trouve ça abominable, et de toute façon, Suède a essayé de se démarquer de ce courant-là très 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 vite, puisque dès leur 2e album, ils ont fait complètement autre chose. Il y a Sonia Madan d'Ecobelly, qui est un groupe qui est plus très connu, mais qui elle a aussi un regard très critique là-dessus. En plus, c'est une femme, donc elle était dans un groupe. En plus, il y avait ce truc à l'époque qui était très typique de voir un groupe de mecs avec une femme au chant, une espèce de cliché aussi, qu'elle a réussi un peu à briser également. Et puis elle a un regard également très critique. Et en fait, la 3e interview, c'est Noel Gallagher qui, lui, trouve que c'était génial et que c'était bien mieux qu'aujourd'hui où tout le monde se fait chier, et puis il a ce côté un peu genre... c'est un peu le prolo qui en rajoute, quoi. Et typiquement, ça, c'est des choses qui sont vachement intéressantes à voir aujourd'hui. Ce qu'on dira d'aujourd'hui, je sais même pas ce qu'on pourra dire de ces années-là, de ces 5 dernières années dans 10 ou 15 ans. Je sais pas si on aura le temps, ou si on aura encore le temps de s'y intéresser, ou s'il faudra, je sais pas, faire du feu quelque part dans le fond d'une grotte. Et est-ce qu'on en sera encore dans 15 ans à redécouvrir que Johnny Rotten est de droite ? Eh ben, c'est fort possible. La vie n'est qu'un éternel recommencement, après tout. Merci à Lelo Jimmy Battista pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.